La rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF, mercredi 28 et jeudi 29 août 2019 à l'hippodrome de Paris-Longchamp, en direct sur Radio Imo. Rebonjour à toutes et à tous, il est 16h34 et ce sera notre dernière émission ici à l'hippodrome de Longchamp pour ces rencontres des entrepreneurs de France organisées par le MEDEF, première année ici à l'hippodrome de Longchamp, avec effectivement une organisation un peu différente effectivement de celle qui existait au campus HEC à Jouy-en-Josas. On est ravis d'être ici, intense cette journée, avec la journée d'hier. Merci en tout cas de nous suivre sur Radio Imo. Je rappelle que vous pouvez bien sûr accéder à toutes nos émissions sur l'application de Radio Imo, mais aussi sur tous les autres agrégateurs de podcasts. Hier, nous avons le plaisir de recevoir François Michalon qui est revenu sur le plateau. François Michalon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-écriteur, on va dire, vous avez co-contribué, vous avez co-auteur d'un livre qui s'appelle Burnout, le vrai du faux, et vous l'avez écrit avec le docteur Alain Delabo. Delabo ou Delabo ? On dit Delabo. Delabo et le docteur Ali Avdei, c'est ça ? Avdei, voilà. J'ai l'habitude. Avdei, voilà. Qui est sur le plateau. Vous êtes venu spécialement pour nous voir. Oui, tout à fait. Et ça me fait plaisir d'être là. Merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes d'ailleurs docteur Avdei. Oui, le HDI, c'est autre chose. Effectivement. Avdei, spécialiste de la chrononutrition. Non, ça c'est Alain Delabo, parce que c'est vrai qu'on est trois. Donc non, vous avez raison, c'est pas de votre faute, c'est qu'on est trois. Donc on peut confondre. Moi, je suis médecin d'urgence. Et j'ai fait médecine de catastrophe et médecine du sport. Et je m'occupe d'un service d'urgence à Parly-2 au Chênay. Voilà. D'accord. Merci d'être avec nous, en tout cas, pour parler de ce livre. Ça s'est fait un peu rapidement, puisqu'effectivement, on a fait cette première émission avec vous, François, hier, où on parlait d'un sujet important dont on ne sait pas toujours quels sont les qualificatifs qu'il faut donner au burn-out, parce qu'on en parle à tort et à travers, et on ne sait pas trop ce que ça recouvre. Hier, effectivement, vous avez un petit peu remis, j'allais dire, l'église au centre du village pour rétablir un certain nombre de vérités. Alors justement, je vais profiter de ça avec vous, docteur, sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer et devenir co-auteur de ce livre ? Pourquoi ça vous a préoccupé ? Pourquoi vous avez pensé effectivement concevoir ce livre ? Vous avez raison, c'est une question qu'on pose souvent parce qu'aux urgences, on se demande pourquoi burn-out, effectivement. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, il y a une évolution aussi au niveau des urgences, des gens qui viennent nous voir aussi. Donc petit à petit, on voit une évolution de certaines personnes qui sont désemparées ou qui ont des douleurs thoraciques ou qui ont des douleurs abdominales qui reviennent et qui ne disent pas grand-chose d'autre que leur pathologie focalisée sur, par exemple, une douleur thoracique. Alors, on leur fait des examens, évidemment. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une collaboration médicale également. On leur fait les examens qu'il faut. Et puis, on va même parfois jusqu'à la coronarographie, voir pas mal d'autres examens et avis cardiologiques. Et ils n'ont rien. Et puis, à un moment donné, quand ils reviennent, ils peuvent craquer. Ils nous disent autre chose que leur douleur thoracique. Et donc, on voit un peu le stress qu'ils ont. Et c'est encore plus difficile parce que dans les douleurs thoraciques ou dans les douleurs aux urgences, il y a souvent le stress. Et moi, le stress, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup depuis le début, chez les enfants, chez les adultes, chez le personnel soignant, et beaucoup d'endroits. Et de plus en plus, vraiment depuis les 25-30 ans que j'exerce au sein des services d'urgence, je vois ce stress qui a augmenté. Mais c'est une réalité, vraiment, je ne peux pas vous donner des chiffres, puisque c'est un vécu. On pourrait parler du simple au double, juste pour donner une cote. Mais effectivement, moi, par exemple, nous, on a 60 passages, je vois 60 passages par 24 heures dans mon service. Mais écoutez, une dizaine, de toute façon, viennent aussi avec du stress, mais qui n'a rien à voir avec la pathologie réelle, quand on pourrait dire, entre guillemets. Alors, chez les enfants, de plus en plus aussi, je le vois, et c'est pour ça que j'avais écrit aussi un petit livre contre le stress et la douleur des enfants qui s'appelait Yuki le petit panda. Là, on a fait Burnout pour le vrai du faux, parce qu'il y a un tel amalgame, beaucoup de mélange sur le surmenage, dépression, vous voyez, tous ces mots qui peuvent qui arrivent et qu'on nous dit aux urgences. Et on voulait faire un état des lieux, si vous voulez, et puis aider les gens surtout, parce que notre objectif, mes médecins, c'est surtout d'aider. Et le vrai du faux, c'était aussi ça. C'était dire ce que c'est exactement. Puis ensuite, comment arranger les choses. Ça peut arriver dans les milieux, dans tous les milieux professionnels. Ne croyez pas que ça touche uniquement les dirigeants.
ça touche beaucoup les dirigeants. Ça touche aussi tous les gens scrupuleux qui ont beaucoup à donner, qui sont des gens qui travaillent. Ça peut être effectivement, comme on a vu, voilà, perfectionniste, comme on l'a vu chez France Télécom, ailleurs, etc. Il y a eu des problèmes, mais pas que là. On ne va pas focaliser sur une entreprise particulière. Mais je pourrais dire peut-être pour vous aiguiller que ce sont des gens souvent qui sont en relation avec le monde. C'est-à-dire les enseignants, ça peut arriver plus chez les activités sociales, l'armée, la police. Initialement, c'est arrivé comme ça d'ailleurs. Initialement, c'est arrivé au social. Exactement. Mais il y a des raisons. Les médecins. Oui, parce que c'est un phénomène de contact. Le rapport voilà. Alors, un commercial pourrait être touché par le stress. Ah oui, absolument. C'est tous les gens qui ont un contact. Il y a des. Mais ça veut dire quoi? Il y a des métiers plus que d'autres, quand même. Alors, que je comprenne bien. Oui. Les interactions humaines peuvent être génératrices de stress. Absolument. Et ça, il y a des professions qui ne nécessiteraient pas forcément autant d'interactions, seraient moins touchées par le stress? Ils peuvent être touchés moins de visu, mais ils ont peut-être une interaction ailleurs que dans le milieu professionnel. D'où ce que disait François, je crois, hier ou avant-hier, quand il a fait son intervention, c'était que ça peut toucher aussi ailleurs que le milieu professionnel. Mais comme nous, c'est parti de là, dans le milieu social, avec les gens qui aidaient des gens drogués ou qui ont des difficultés sociales. C'était à l'époque où ça s'est passé. Et ce sont les gens qui aidaient ces gens-là qui ont eu cette sorte de symptomatologie de burn-out où se sont brûlés un petit peu de l'intérieur, entre guillemets. C'est ce que vous écrivez, docteur. Voilà. À la page 26, François et moi avons une approche philosophique et nous nous complétons. Absolument, tout à fait. Le burn-out peut concerner tout le monde, mais il faut le distinguer du stress ou de la dépression. Car aujourd'hui, le burn-out, c'est ce que vous dites, c'est un peu la mode, mais bien sûr, si on le remarque davantage aussi, de plus en plus souvent, à la moindre baisse de forme, de morale, beaucoup pensent et disent d'ailleurs « je suis en burn-out », et là, on ne parle que du domaine professionnel. Mais avant de venir, j'ai lu sur un site des témoignages sur le burn-out, il y avait celui d'une femme touchée par le syndrome du burn-out, elle ne travaille pas, mais a 6 enfants, ce qui signifie que le burn-out ne touche pas uniquement le monde professionnel, mais aussi des personnes qui se donnent beaucoup. En Absolument. fait, ça veut dire finalement, pour illustrer le propos, que le burn-out, est-ce que ce n'est pas, je vous pose la question à vous, docteur Altéis, et vous, François Michalon, est-ce que c'est pas finalement révélateur? Alors, je vais lâcher le mot, on va dire, d'une perte presque spirituelle d'identité, d'une espèce de repère qui était ancré parfois par une cellule familiale qui était beaucoup plus forte, des croyances peut-être religieuses beaucoup plus fortes, des identités qui sont... Est-ce qu'il n'y a pas là, dans tout cela... Alors, je vais me permettre, pour essayer de bien faire comprendre, une analogie avec certains pays, par exemple d'Afrique subsaharienne, d'Afrique continentale, où on a constaté, parce que ça m'a beaucoup intéressé, je suis cette nuit allé un peu sur Internet, trouver moins de cas de stress et de burn-out que de sociétés, alors qu'ils n'ont rien. Quand on dit rien, c'est rien. Même le rien, ils n'ont pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise de l'enfant gâté, docteur? Non, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est paradoxe. C'est pour ça qu'il faut le lier, vous savez. Est-ce qu'il y a comme corollaire du développement de la consommation et d'un niveau d'apogée d'une socialisation quelque chose qui est presque mortifère? Alors, n'ayons pas peur aussi du mot digital, n'ayons pas peur aussi du mot du tout de suite, des relations qui ne sont plus de vraies relations. Cette dictature de l'immédiateté, de la forme, alors, voilà, plutôt que du fond. Il faut tout de suite, vous voyez. On voit de plus en plus les enfants qui, durant leurs études, vont chercher des études plus courtes et qui rapportent, des études qui vous donnent quelque chose en limité. Et en plus, les gens qui offrent cela sont aussi dans cette pensée. C'est-à-dire qu'on veut toujours offrir le rapide. Là, vous voyez... on fait une émission, mais il faut toujours dire rapidement les choses, être visuel. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi un temps de la réflexion. Alors, être visuel, vous avez raison sur ce que vous dites, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que quand on a créé le groupe Web Radio Édition et nos émissions thématiques, on s'est dit, on est parti d'un constat. Chaque thématique développée permettra d'aller beaucoup plus sur le fond. Vous avez raison sur ce que vous dites. Est-ce que ça n'engendre pas, docteur, une vision minimaliste de la culture ? Oui. D'aller vers des plaisirs faciles, et là je paraphrase Alain Finkielkraut, plutôt que d'aller vers des plaisirs difficiles où il faut tout débrancher et avoir finalement un regard beaucoup plus critique.
Oui, alors moi personnellement, je ramène beaucoup à l'humanité les problèmes, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a un temps pour tout, il faut prendre du temps aussi pour certaines choses, et malheureusement, l'immédiateté nous enlève ça, et le fait d'avoir que des SMS, que des tweets, etc. Vous voyez, même nos dirigeants ne font que ça maintenant. Est-ce que vous croyez vraiment que 90 mots vont suffire pour résumer votre pensée, ce que vous avez formé pendant des années, ce que vous pensez au fond de votre cœur, votre visage, vos yeux, est-ce qu'ils peuvent être décrits pendant que d'autres, comme Flaubert ou Stendhal, pouvaient écrire pendant des pages ce que ressentait un personnage? Eh bien, ça, on le perd de plus en plus, et même quand on dit est-ce que vous lisez, ils vont dire oui, mais on lit 80 mots, on voit des images plutôt. Donc, ces sensations-là vont nous stresser, vont nous presser quand on ne les a pas ou quand on les a trop, et cela aboutit, à mon avis, à une pression qui est tout le temps sur les acteurs professionnels, mais aussi à la maison et ailleurs. Alors, c'est très long à développer, puisqu'on va faire une conférence le 28 septembre où on va parler de ça pendant 1 heure et demie. Mais en tout cas, moi, je veux ramener tout à 2-3 choses essentielles qui sont les échanges entre les êtres, et je pars de la cellule, et j'essaye de démontrer que la vie, c'est les échanges. Ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas les barrières. Et à l'intérieur des cellules, toutes meurent si elles sont uniquement confinées. Il faut qu'il y ait des trous anioniques, il faut qu'il y ait des cellules qui communiquent avec les autres. Ça va jusqu'à la politique, de la cellule jusqu'à la politique. Comment on va y arriver, on verra le 28 septembre. Donc finalement, l'interaction humaine... L'interaction est essentielle. Alors, l'interaction peut être à la fois facteur favorable d'émancipation, d'émulation, de créativité, mais en même temps facteur délétère, parce qu'effectivement, générant une forme de dictature de la performance et autres. On parlait de ça hier, François, parce que effectivement, vous n'êtes pas médecin, mais vous faites presque. Alors vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes quand même un praticien, puisque vous faites du coaching, vous faites des conférences, vous avez un regard très porté sur l'entreprise. C'est pourtant formidable, les outils de communication aujourd'hui. Oui, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, les algorithmes, dont d'ailleurs nourrissent ces caméras, par exemple, cette capacité à libérer du temps pour soi, c'est un facteur très positif. On pourrait penser, et là j'aimerais bien que vous nous répondiez sur cette question, parce que c'est quand même un vrai sujet. Tout ça est fait pour que nous vivions mieux, nous soyons plus heureux, et c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on Pourquoi on trouve des générations dans des pays... Je pense à l'Afrique en question, parce que j'ai beaucoup lu sur la question. Et dans certains pays d'Asie, une espèce de force de vie absolument résiliente, alors qu'effectivement, ils sont très très loin de notre niveau de vie. Alors, il y a plusieurs réponses à cela. Ils se contentent de ce qu'ils ont et ils profitent du moment présent et de ce qu'ils ont. Alors que nous, on est toujours dans cette culture de vouloir plus. Et je vais répondre également à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, le burn-out, c'est un peu la culture du moi au détriment du soi. Il est nécessaire de revenir au soi. Et c'est parce qu'on a oublié d'être dans le soi qu'on est trop allé sur le moi-je, le vouloir en fait, plus, l'avoir. C'est le verbe avoir a précédé le verbe être. Oui. Et ça, c'est vraiment ça. C'est un de mes points de vue. Est-ce que finalement... Oui, mais là, on est sur quelque chose qui finalement est endémique à la nature humaine, inhérente à la nature humaine. Cette volonté finalement de dominer, d'avoir, de posséder, etc., qui engendre des besoins. Est-ce que finalement, quand on prend ces sociétés asiatiques ou les sociétés africaines, est-ce que c'est pas de par la constitution de ces sociétés qui sont aujourd'hui, on pourrait dire dans la pyramide de Maslow, sur le bas de la pyramide, et plutôt nous sur le haut, où on arrive finalement à un basculement qui est difficile à comprendre. Oui, est-ce que le sens d'une société, il est vraiment là? Ça en fait partie. Ça en fait partie, et c'est une question de sens et de bon sens. On parlait hier du bon sens. Et c'est une question d'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre et d'harmonie dans l'être humain, il y a un déséquilibre. Qu'est-ce que vous préconisez, docteur, là-dessus? Alors, je voudrais rajouter juste quelque chose. Je vais vous dire la réponse de la préconisation que je vais. Moi, je pense que c'est la conscience qui est ce qui manque le plus actuellement. C'est-à-dire que nous n'avons pas la conscience de ce que nous faisons de moins en moins. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, je l'ai appris en 6e. Monsieur Réfou, il était très sympathique. Mais c'est Rabelais. Et Rabelais, c'est un de mes maîtres aussi. C'était un médecin. Il faisait rire tout le monde, vous voyez, pour soulager les gens, parce qu'on n'avait pas la morphine à l'époque. Mais on peut aussi citer l'Ecclésiaste avec le roi Salomon qui dit que celui qui augmente sa science augmente sa douleur.
Oui, alors attendez. Vanité des vanités, tout est vanité. Non, mais je veux dire, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que le facteur. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le fait de savoir, oui. le fait d'être conscient, le fait d'apprendre n'est pas forcément un élément qui vous rend plus heureux. Non, mais il s'approche du bonheur. La conscience de ce que nous avons. Eh bien, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous vous sentez très mal, dites-vous que vous n'êtes pas sur une chaise roulante avec la moitié de la face paralysée et qu'on ne vous donne pas à nourrir. Vous vous sentez déjà beaucoup mieux, non? Eh bien voilà, à chaque fois que vous vous dites ça, vous dites tout le reste c'est moins important. Là, j'ai conscience de ce que je suis. Mais est-ce nous qu'on n'avons peut, pas la conscience de notre bonheur souvent. Comment? Docteur, est-ce qu'on peut mettre en compétition des souffrances? Du genre, je me sens vraiment pas bien. Il n'y a pas de compétition, c'est pour vous... Je suis un peu déprimé. Non, mais je vous provoque à dessein. Non, si vous dites, voilà, tu pourrais vivre en Éthiopie, dans le sud de l'Éthiopie, n'a rien à voir à manger. Est-ce qu'on peut mettre en relief les souffrances des uns et des autres en disant finalement... Parce que... On mettait en relief parce que certains qui étaient bien n'en prenaient pas conscience. C'est de ça qu'on peut c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que je dis, si je fais une comparaison en disant, je devrais être plus heureux parce que déjà je suis pas dans un fauteuil roulant, tant mieux pour moi, quoi. Mais c'est pas ça. Donc vous dites, c'est la distinction dans la prise de conscience. Oui, c'est la prise de conscience, bien sûr. Ah non, c'est pas faire de la concurrence entre les maladies, surtout. Non, parce que chacun a une souffrance propre, quoi. Elle est respectable. Oui, tout à fait. Mais là, on fait rapide, mais disons que chaque personnalité est aussi différente. Dans le burn-out, par exemple, vous pouvez pas dire tous les gens sont touchés de la même manière. Bien sûr. Ça c'est une réalité. Hein. Il y a des gens qui résistent beaucoup à des agressions, à des stress, mais c'est aussi pareil pour les maladies. Il y en a un qui va attraper plus un rhume plus facilement qu'un autre qui est à côté de lui. C'est clair. Ça, c'est de l'immunologie. Et justement, on essaie de faire un tout petit peu le lien entre tout ce que nous sécrétons, toutes les hormones, tous des médiateurs, neuromédiateurs qui existent. Et là, maintenant, la science a vraiment fait un pas de géant qui nous permet de dire c'est ça qui un petit peu entre guillemets déconne ou est-ce que c'est ça qui manque et donc vous voyez tout le monde sait l'hormone thyroïdienne par exemple là vous savez très bien que ça influence énormément l'humeur. Bon, le cortisol, la sérotonine, etc. Tous ces neuromédiateurs, eh bien maintenant on peut aussi avancer là-dessus. Donc moi ce que j'ai essayé un tout petit peu de dire d'un point de vue philosophique, c'est que la conscience que nous sommes, comment nous sommes, va nous aider aussi à nous améliorer. Et c'est avec le sourire, le rire aussi, beaucoup, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément à donner des médicaments, il n'y a pas forcément à chercher des substituts, médicaux, mais en faisant des promenades, en faisant des relations avec certaines personnes qui peuvent vous aider. C'est pour ça que nous, on préconise souvent le milieu familial, tout ce qui est autour. Ne pas oublier de parler à vos collègues, parce que vous allez bien trouver un collègue qui est différent d'un autre, même si c'est dans le milieu du travail. Si vous êtes surmené, surtout ne pas vous enfermer. C'est pour ça que je relie maintenant à la cellule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Faites des ponts, créez des ponts avec les gens pour essayer de vous exprimer, pour que vous soyez mieux. Et vous savez, quand on se parle, on est déjà un peu mieux. Hein. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on voudrait créer quelque chose ensemble qu'on a lancé. Et c'est de proposer aux gens une journée, une demi-journée. C'est notre traitement. Parfois, vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites? On préconise qu'ils nous voient, on les emmène quelque part, on leur fait manger quelque chose, on leur fait un check-up médical aussi. Et on voudrait proposer ça, nous, une journée, une demi-journée avec des patients qui voudraient faire cette aventure avec nous et avoir des résultats réels à la fin de la journée. Qu'est-ce qu'on peut préconiser pour essayer, lorsqu'on a, effectivement, on en parlait hier avec vous François, c'est on peut être atteint, enfin dire, être touché par le burn-out sans s'en rendre compte, il y a une espèce de déni. Ou des signes et il y a des signes parfois constatés par l'environnement, constatés par l'entourage. Quels sont pour vous, c'est ce que j'ai posé comme question hier à François, quelles sont les premières choses qu'il faudrait faire pour justement essayer soit de prévenir, d'anticiper, soit d'entreprendre un mécanisme de soins et de réflexion sur cette question. Voilà. Justement, alors donc j'en avais parlé un tout petit peu, mais on peut reprendre un tout petit peu en résumé pour pas être trop long. C'est d'abord, moi, en tant que médecin, je suis obligé quand même de dire qu'il faudra quand même faire un petit bilan biologique, parce que on peut tous se tromper, on peut avoir des désordres ioniques ou des désordres hormonaux, et ça, c'est facile. Donc faire un bilan simple, sanguin, avec une petite consultation médicale, c'est pas anodin et ça peut rapporter gros parfois. J'en ai découvert des
des dizaines d'hypo ou d'hyperthyroïdie, par exemple, pour ne citer que cela. Ensuite, on parle avec quelqu'un. Il faut trouver une bonne personne avec qui on puisse discuter. Et la discussion est très importante. Vous voyez, ce qu'on est en train de faire, on a une relation entre nous. C'est pas juste l'interview, etc. On Bien commence sûr, à rentrer oui, dans bien un... sûr. Où Nous je sommes dans l'aime une bien, où je l'aime conversation. pas, etc. Où je peux me donner beaucoup plus ou Bien pas. sûr, bien sûr, Vous voyez, bien donc sûr. moi, j'aime bien mettre les gens à l'aise quand il y a une consultation pour qu'on puisse causer déjà, pour discuter ensemble. C'est une Parce que- forme de thérapie, docteur. Absolument, mais qu'est-ce que c'est que le psychiatre généralement? C'est pas le gars qui reste allongé et l'autre qui écoute. Il écoute, certes, parce qu'il y en a qui parlent de trop, mais c'est quand même aussi lui donner confiance en lui. Et Bien beaucoup sûr. d'enfants, combien d'enfants n'ont pas confiance en eux? Ils n'arrivent pas juste à aller avoir un ami à l'école ou se dire quelque chose à la maîtresse ou juste poser une question parce qu'ils sont Oui, tout enfermés. à fait. Et ils se sentent. Après, vous voyez, ces sentiments peuvent donner une oppression. Il y en a qui me disent aussi que je peux même pas mettre mon casque de moto. Je sentais oppressé quand j'avais eu ça. Ça, c'était un signe, moi je connaissais pas. C'est eux qui m'en ont parlé. Vous voyez, ils étaient tellement claustrophobes, ça donnait une angoisse, une oppression. Donc ça, quand on a ces signes-là, il faut parler, il faut discuter avec les gens. Ensuite, ce que je dis souvent, c'est aussi voir s'il y a des troubles de sommeil, des troubles de la nutrition. C'est très important parce que si ça commence, c'est là qu'il faut le prendre. Il ne faut pas attendre qu'il soit en burn-out parce qu'en Du burn-out, sommeil, des personnes qui dorment mal, pas assez. exactement, oui. Et des réveils nocturnes, des réveils nocturnes. ou des peurs, vous voyez, et sans raison, parce qu'on leur dit, ah mais vous savez, les psychiatres aussi souvent, qu'est-ce qui s'est passé, etc., dans votre enfance, maintenant, etc. Et il y en a qui disent rien. Qui disent, alors nous on est Je sais pas, désarmés aussi. voilà, je sais pas. Le je sais pas, qu'est-ce que ça nous plombe ça? Parce que vous voyez, on est en train de chercher, on veut aider, et la personne en face a réactive. Et ne dit plus rien. Il dit voilà, je sais pas, moi tout va bien. Hein. Vous voyez, alors, Bien sûr. et ainsi de suite. Mais parfois, Donc, ça révèle aussi, c'est aussi un début de prise de conscience de situation. Vous Absolument. voyez, moi j'ai 54 ans, ça m'est arrivé, j'avais 31 ans. oui, tout à fait, Tout ouais. allait bien, j'étais Ouais. j'étais, Bah oui, bien sûr, à ça la- peut arriver à tous les âges. j'étais ouais. au top du top, marié, tout va bien. Tout d'un coup, boum. Voilà. Et d'un seul coup, là, sans prévenir. Mais là, du coup, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que le poids inconscient de l'enfance, de la construction de l'enfance, des événements que l'on a vécus, Oui. ont quelque chose de très délétère en tant que tel. Mais il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est ce que j'avais consulté un thérapeute qui me dit... Oui. qui est un thérapeute en plus très un côté un peu religieux, spirituel. D'accord. C'était très intéressant. Il disait si Dieu a fait une bonne chose pour l'humain, ça s'appelle l'oubli. Oui. Ou une volonté d'anesthésier quelques éléments de sa mémoire, de les mettre vrai, de oui, côté. tout à fait. Et c'est ce que j'avais fait en fait. Mmh. J'avais complètement anesthésié une partie de ma mémoire parce qu'elle me pesait trop et dans les fardeaux que je portais, ce que tu disais d'ailleurs hier très Ah oui, justement, oui, ils font ça, j'avais évacué une partie du système. Mais ça nous rattrape finalement. Oui, parce que. Est-ce que dans ce que vous dites, il n'y a pas aussi une volonté farouche, et je trouve ça plutôt sain, d'essayer d'affronter ses peurs Oui, oui. et d'essayer Moi, d'en je suis parler, d'accord avec vous, oui. même si effectivement c'est s'exposer, c'est prendre des risques. Ça ne fait que enfermer ou enfouiner quelque chose plus loin. Oui. C'est même pas quasiment de l'oubli, c'est mettre quelque chose dessus. C'est l'enfermer quelque part Oui, c'est dans un petit c'est gamin, la, il part c'est la jamais. poussière qu'on met sous le Voilà. tapis, Oui, c'est c'est ce un qu'on peu met sur ça, les tiroirs, c'est- puis à un moment donné, ça déborde. Quoi. C'est aussi Oui. se mentir à soi-même. C'est-à-dire sûr. qu'on On cache veut pas, tout ça, oui. on veut pas. Oui, Alors que oui. il Et faut- ça arrive il faut que ça sorte. aux gens qui ont l'illusion d'être très forts. Oui. Absolument. Comment bien ça sûr. peut m'arriver à moi? Comment tu me Bah dis oui, ça parce à qu'il moi? y a, tout il y va a- bien. il y a l'ego, il dit non, attends, mais moi je sais. Ouais. Ça Et ne oui, peut pas m'arriver. mais oui. et Il y a oui. l'ego, puis en plus c'est des gens justement qui sont plutôt Exposés. scrupuleux, qui veulent faire du bien, etc. sûr. Donc ils veulent pas l'avouer qu'ils sont faibles. Donc ça, c'est surtout c'est un enfant, etc. Il y a- La maman. Docteur, c'est une pathologie, Alors une vraie moi- pathologie. Alors moi je pense que c'est une pathologie parce que ça donne des répercussions de maladies réelles. C'est-à-dire que ça on peut- engendre. on peut maigrir, on peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir une hyperexcitabilité. Et alors, écoutez, On peut en mourir. on peut se suicider, évidemment. Donc, comment dire c'est pas une maladie si tout ça arrive? Parce que ça arrive. C'est clair, ce sont des faits Ce sont des absolument faits, oui. mesurables en plus. Alors, oui, ce sont des faits. Donc, écoutez, toutes les maladies psychiatriques, du coup, à ce moment-là, on devrait dire que c'est pas des maladies. Mais si, Bien sûr. vous savez, ce qui domine tout, c'est le cerveau, en fait. Et c'est un méandre incroyable, ce cerveau qui est si passionnant. Et c'est pour ça que je m'y intéresse aussi, par le biais du stress, qui est un biais très intéressant. Parce que le stress, ça peut aussi aider à sauver. Vous savez, quand ça brûle, on stresse, on se retire de quelque chose. Bien sûr. Un animal qui est stressé, Bien sûr. il est attaqué par un lion. Hop, vous voyez, Bien le sûr. lion arrive. Ça favorise, ça favorise le. Voilà. Alors, moi, j'essaye Oui, un le tout stress petit peu. n'est pas négatif forcément. Non, il n'est pas forcément. Vous savez, moi, j'ai demandé souvent à des chanteurs que j'ai soignés ou des acteurs. Ils me disent, moi j'ai un stress dingue et dès que j'arrive, et là, boum, je me donne à fond et là, mon stress, il part. Parce que
Et je peux faire passe à l'action et il transforme tout ça. Oui, par exemple, un gars comme Fabrice Lucchini, ou pour citer d'autres, etc., il doit se préparer, il est là à l'affût, et puis tout d'un coup, et puis comment ça. Vous avez vu quand il. Eh bien oui, etc. Bon, alors, vous voyez, c'est du stress à mon avis. Il ne le prépare pas autant qu'il est vraiment, je pense à mon avis, réellement comme ça, quoi. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre finalement d'une certaine forme de conscience, mais aussi de se dire que les événements, on les subit ou on agit sur eux, finalement. Et dans la douleur, là pour le coup, je parle par exemple sur ce qui m'est arrivé. Je me suis rendu compte que une certaine forme de résilience était la résultante des actions que je menais. Et je me suis rendu compte que les actions que je menais, je les avais faites parce que j'avais choisi ces actions. Et donc la liberté du choix, ce qu'on pourrait appeler ce libre arbitre inhérent à la personne de faire des choix, il y a une espèce de transcendance à l'action qui libère quelque part et qui empêche ce fardeau de peser sur nous. Parce qu'effectivement, il y a une espèce d'anesthésie, de tétanie finalement, de peur qui nous empêche d'agir. Oui. Vous constatez ça en disant je peux plus rien faire, je suis impuissant, etc. Il y a quelque chose d'assez vertueux dans l'action, en disant c'est en agissant finalement que ça va se résoudre. Vous avez très bien fait, mais je vais en parler. J'allais vous dire, seule l'action vous libérera. Alors, passez à l'action. Nous, on a aussi des sportifs. Oui. Et là, vous touchez le point sur le sportif de haut niveau. Entre les 5 premiers, franchement, les 5 premiers, ils n'ont pas tellement de différence, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr. Il n'y en a pas un qui joue tellement mauvais et l'autre tellement bien. Donc, ils sont 5 premiers, les 5 premiers mondiaux en natation, tennis, etc. Quand vous voyez à la fin du match comment ils sont, ils éclatent, etc. Il n'y en a jamais un qui... Merci. C'était bien, hein, j'ai gagné. Moi, j'en ai jamais vu encore un comme ça. Tu traverses le truc. Bon, bah, salut, à la prochaine. C'était la champion du monde, merci. Finale de Roland Garros. C'était bien. C'était bien. Non, ils explosent. Et deuxième chose, juste avant, ça, c'est le côté où ils peuvent aussi trembler. Ils peuvent aussi ne pas être. Parce qu'ils ont trop. Et toute notre action, nous, c'est un petit peu de les équilibrer. Bien sûr. De les équilibrer. Oui, c'est important. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, mettez quand même pas sur une chaise roulante. Enfin, j'exagère. Mais je dis, voilà, c'est pour qu'il puisse savoir où il en est. Bien sûr. Parce que si le gars, il croit que c'est le meilleur du monde et qu'il a tout, et que ça lui est terminé s'il échoue, etc. Exactement. Mais parce qu'ils ont une grosse pression. Mais c'est aussi une dictature, c'est aussi une forme de dictature associée à la performance. Cette dictature associée à la performance est aussi nuisible, et que le fait de conquérir, d'être toujours le premier, etc., il faut aussi rappeler que c'est pas forcément toujours par le chemin ou le but que l'on va pouvoir se libérer, se rendre heureux. C'est ce que effectivement certains sages peuvent dire, c'est que c'est pas la destination qui a de l'importance, c'est le chemin que l'on va emprunter. Oui. Mais c'est intéressant comme. Alors malheureusement le temps nous est compté. On est déjà depuis 27 minutes. Je sais pas comment on dit. J'ai l'impression d'être resté 3 minutes. Il va falloir qu'on continue à poursuivre cette conversation. Mais si je puis me permettre une chose, c'est que vous êtes pas mal non plus pour mener, philosophiquement pour mener, mais je dirais même il est dans le sujet. Merci, merci beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va certainement se revoir. Effectivement, j'en ai parlé à François Michalon, parce qu'effectivement, ce sont des sujets qui touchent toutes les entreprises. Mesdames et messieurs, vous nous écoutez, vous savez que vous êtes touchés par ça. Parfois, on s'en rend pas assez compte. Parfois, on n'a pas la volonté d'en prendre vraiment conscience, et on fait genre on a oublié. Non, ça vous concerne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vous concerne. Il y a des moyens aujourd'hui de faire. Ne vous enfermez pas si on peut donner un message. De faire autrement, de discuter, etc. Et n'ayez pas peur non plus d'aller voir un thérapeute. Je peux vous dire que ça arrive à des gens très bien d'aller voir un thérapeute et de parler. L'avantage, c'est que quelqu'un qui vous connaît pas, avec qui effectivement on a envie de parler, c'est aussi la possibilité. Donc je vous encourage à le faire. Je vous encourage à rencontrer François Michalon, qui coach déjà par ailleurs pas mal de personnes en la question. De rencontrer aussi, on peut vous rencontrer. Bien sûr, Dr Ali. On a des choses. Excusez-moi, Sylvain, on a un programme en commun. Alors, vous avez parlé d'une conférence le 28 septembre. Oui, ça déjà. On peut donner une adresse, on peut donner des infos. C'est dans le 17e sur le site. Allez sur nos profils LinkedIn. D'accord. Oui. C'est le mieux, puisqu'on a annoncé là-dessus, c'est dans le 17e, j'ai pas toutes les Alors infos. voilà, Christian Delabo, Alain Delabo, Ali Avgi, François Michalon, le Burnout, Vrai du Faux, aux éditions La Providence, qu'on trouve sur le site, on l'a déjà indiqué hier, éditionlaprovidence.com, sur les réseaux internet.
internet, Depuis notre pour que formation. justement vous Oui, essayiez c'est- de venir vous voir, de parler, d'échanger. Il sera intéressant peut-être aussi, nous verrons sur nos autres radios effectivement l'opportunité d'organiser un grand débat sur le burn-out, le stress, dépression Dans le ou management, pas, mythe oui, ou notamment. réalité, entreprise, mais aussi les personnes de la vie quotidienne, ça pourrait valoir la peine aussi d'en parler. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est un sujet dont je trouve qu'on ne parle pas forcément suffisamment, en tout cas pas forcément bien, et d'aller au fond. Merci beaucoup François Michalon d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Ali Abjei d'être Merci venu beaucoup. sur ce Merci plateau de nous avoir invités. pour Oui. parler de ce livre. Je rappelle, voilà, Le Burn-out, le vrai du faux. C'est à lire aux éditions La Providence. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour ces rencontres des entrepreneurs de France ici au MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. On va reprendre le cours de nos programmes et on se retrouve très vite, bien sûr, pour d'autres aventures. La rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF, mercredi 28 et jeudi 29 août 2019 à l'hippodrome de Paris-Longchamp en direct sur Radio Imo.